Bienvenue sur Stéphayako, le podcast qui met l'épiderme sur écoute. Ici, il est question du tatouage, de sa dimension artistique, thérapeutique ou sociologique. J'accueille des personnalités du monde du tatouage qui me donnent leur propre définition de cette pratique de modification corporelle. Un point de vue engagé, médical, anthropologique, spirituel, créatif. Bonne écoute! Le seul dessinateur intradermique de France. Autrement dit, un tatoueur, disons, légal. Combien de temps pour faire un tatouage? Tout est variable. Est-ce que ça fait mal? C'est un épisode un peu spécial enregistré lors de la Nantes Tattoo Convention 2022 sous forme de table ronde sur scène. J'ai eu le plaisir de recevoir Tom Asylum et Jubes pour discuter de leur expérience des street shops et des shops privés. Génial. Bonsoir. Tout à vous. Alors aujourd'hui on fait une table ronde. Donc le sujet c'est du street shop au shop privé. Comment le paysage du tatouage français a évolué ces 15 dernières années. Et donc j'ai deux invités, je vous laisse vous présenter. Je prends la parole. Merci. Devant l'auditorium, je me présente, je m'appelle Tom Asylum. J'ai un shop qui s'appelle The Asylum Tattoo Shop à Cap-Breton dans le sud-ouest de la France avec ma femme Méduse Noire. Et du coup, nous on est en street shop pour le coup. Alors, moi, je m'appelle Jubes. J'ai un atelier privé à Strasbourg qui s'appelle Fatal Fury avec les acolytes Pierre Reb, Sombre Jour et Septink, Théo, le petit nouveau. Alors, est-ce que vous pouvez me dire si vous avez déjà travaillé dans un street shop, un shop privé ou les deux? Quelle est votre expérience depuis vos débuts? Et ben moi, du coup, j'ai travaillé en street shop et j'ai commencé dans le street shop de ce jeune homme. Et derrière, j'ai ouvert mon street shop et j'ai aussi venu en guest dans son atelier. Du coup, la boucle est bouclée. Pendant combien de temps? Pendant combien de temps quoi? Pendant combien de temps vous avez travaillé ensemble dans le street shop? On a travaillé ensemble pendant 2 ans, je crois. Quelque chose comme ça. Pendant 2 ans? 2 ans? Ouais, j'ai vu. Merci Thomas. Et toi? Non, effectivement, moi j'ai eu Contraceptique que j'ai monté en 2009, si je dis pas de conneries, que j'ai arrêté il y a 3 ans et je me suis mis en privé parce que c'était pas j'en avais marre ou quoi que ce soit, c'est que j'avais envie d'autre chose, j'ai envie de plus de calme. J'avais une clientèle, donc c'est beaucoup plus facile de se mettre en atelier privé quand on a une clientèle déjà établie. Et puis du coup aujourd'hui c'est cool, j'avouerais que c'est super confortable, c'est plus intimiste, c'est plus safe entre guillemets pour certaines personnes qui veulent être pour des bodysuits ou des trucs comme ça où les gens doivent être dénudés. C'est vrai qu'il y a plus d'intimité que dans un street shop. Après on perd un petit peu toute la dynamique street shop du fait qu'il y a moins de walking, moins de clientèle de passage, moins d'interaction sociale. Il y a des choses qui te manquent du street shop dans l'ambiance ou justement la relation clientèle? Qui me manque pas trop parce que je vais bosser en guest dans des street shops, donc je me retrouve forcément dans une nouvelle ambiance à chaque fois. Avoir les deux, c'est super confortable. Après, effectivement, le contact clientèle est différent parce que c'est vraiment une clientèle qui connaît déjà. On n'a pas la clientèle de passage habituelle ou alors je pense et je suis entièrement convaincu qu'il faut avoir un petit peu une petite carrière avec un petit bagage clientèle pour se mettre en privé. Parce qu'en plus, je pense que c'est un bon apprentissage pour les jeunes qui se mettent à bosser, d'avoir entre guillemets la connaissance d'un street shop, c'est important. C'est important. Je suis d'accord aussi. Pourquoi? Est-ce que tu peux développer? Pourquoi tu es d'accord que c'est une bonne école? Si tu veux, il y a 15 ans, être un bon tatoueur, il y a 15 ans, c'était savoir tout faire en fait. Un couteau suisse un peu du tatouage. C'est-à-dire savoir faire tous les styles, savoir faire du réalisme, du jab, du trad, etc. Du néo-trad, il y a 15 ans, il n'y en avait pas des masses. Mais
Aujourd'hui, en fait, si tu veux, les mecs, souvent, ils vont se lancer dans un seul style et ils vont se dire, je vais pas prendre du walk-in ou je vais pas aller voir plus loin que ça. Et du coup, je vais ouvrir mon shop privé où je vais prendre que les trucs dans mon style à moi. Et pour le coup, moi, je trouve que bosser en street shop, en tout cas, quand tu débutes, c'est un truc, comme on dit, qui va te faire la bite, en gros, parce que tu vas faire un peu du tout venant, quoi. Et apprendre toutes les techniques de tatouage et pas juste se restreindre à une technique. Donc en fait, le fait qu'il y ait de plus en plus de shops privés, est-ce que ça veut dire qu'en termes d'apprentissage, on se dirige plutôt vers un apprentissage d'un style spécifique et plus du tout d'apprentissage où on apprend à savoir tout faire, tous les styles? Ben, ouais, moi je pense que c'est un peu ça. Hein. C'est un peu ça. L'apprentissage qui se fait aujourd'hui, c'est plus le même qu'il y a 15 ou 20 ans, quoi. Ouais. Enfin, pour ma part, c'est pas tant le principal problème, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que le tatou et la technique et tout ce qui s'ensuit, il y a aussi l'accompagnement des clients. Apprendre à accueillir un client, à l'orienter, à bien l'orienter, ça fait aussi partie du street shop parce que on est entouré de différentes personnes qui vont avoir différentes façons sociales et d'avoir des interactions avec leurs clients. Et je pense que c'est formateur de voir un peu différentes façons d'accueillir le client et surtout de l'accueillir en mode vraiment c'est con, mais de façon un peu plus commerciale, mais tout en gardant le côté passion. Mais c'est vrai que dans un street shop, il y a plus ce côté-là, une personne qui va arriver pour un tatou que nous, on pourrait juger peut-être un peu bateau ou quoi que ce soit, et de l'orienter sur quelque chose de mieux, ou alors de l'accompagner, même si son choix, on n'est pas forcément d'accord avec, mais genre lui faire passer un bon moment. C'est ça aussi, je pense, se faire tatouer, c'est aussi passer un bon moment. Une ambiance de street shop, il y a quand même ce côté un petit peu, je sais pas, les shops sont différents, donc chaque atmosphère va être différente, chaque atmosphère va être intéressante, et après, on s'oriente, nous, si on a le choix, dans tel type de shop où on veut aller, et ensuite, évidemment, si on veut plus de confort, moi, c'est vraiment pour ça que je me suis mis en privé, c'est parce que je pouvais me le permettre. Et je pense que c'est pour ça que je me suis mis en privé, j'ai mon petit confort. J'ai piqué pendant très longtemps en street shop, j'ai managé un street shop, j'étais un peu fatigué de ça et j'avais envie d'être tranquille dans mon coin, quoi. Et j'ai pu le faire parce que j'avais déjà fait un fichier client. C'est vraiment pour moi la majeure partie du truc. Donc voilà, et puis je sais pas, peut-être aussi, comme tu dis, c'est peut-être un passage aussi obligatoire pour la formation, ouais, effectivement. Il y a plus, entre guillemets, de partage. Se retrouver tout seul dans son atelier, c'est quand même pas, c'est pas ce qu'il y a de plus formateur, entre guillemets, quoi, parce qu'on est tout le temps confronté à son même boulot et pas forcément avec du partage, quoi. Donc tu penses qu'il vaut mieux commencer sa carrière dans un street shop, apprendre tous les styles, apprendre la relation clientèle et être plus dans le conseil, et ensuite, une fois que tu as une clientèle et que tu as un style toi-même bien établi, là tu peux être plus indépendant et avoir plus d'intimité ou de confort. Ouais, après je dirais pas que Enfin, oui, je pense ça, mais je pense pas être la police du goût et décider pour chacun ce qu'il doit faire. Mais personnellement, je pense que c'est bénéfique de passer un petit peu par le street shop. Et même moi, je fais du guest, donc c'est possible de passer en fait par du street shop tout en étant privé. Faut juste pas se fermer à l'idée d'aller dans un street shop parce que c'est has-been ou machin, parce que c'est old school. J'ai déjà entendu ça. Je trouve ça un peu naze parce qu'en fait, au final, ça reste du tatou. Le tatou, c'est cool. C'est autant cool dans un street shop que dans un atelier. Il n'y a pas vraiment à faire de différence, mis à part, je pense, vraiment la relation clientèle qui est peut-être un peu différente, quoi. Je pense que c'est bien de toucher aux deux parce que c'est juste, quand on est curieux, quand on est tatoueur, on doit être curieux, quoi. Donc je pense que c'est cool de chaque fois rajouter des cordes à son arc, ou en fait, tout simplement, quoi. Et quand on va dans un shop privé, on va venir vraiment pour toi, pour ton style, pour le relationnel avec toi, alors que dans un street shop, on peut être aussi ouvert à d'autres artistes ou juste parce qu'il y a des gens qui veulent se faire tatouer et qui vont aller dans un shop et voir ce qu'on leur propose, quoi. Ouais, et puis je pense que ça dépend vraiment encore une fois, de tous les shops, parce que tous les shops sont différents. Il y a des shops, moi, où je vais aller en guest, où si j'ai pas de boulot, je vais faire du walking, quoi, du tatou qui va arriver comme ça avec un projet, une photo, qui va me dire je veux ça et je veux pas autre chose. Et c'est bien de le faire parfois. Et puis il y a d'autres shops qui vont dire non, nous si tu viens, tu feras que tes trucs à toi parce que le walking on le réserve pour les gens du shop, ce genre de choses. Je pense que
toutes les philosophies sont différentes et sont bonnes à prendre. Le truc, on ne peut pas vraiment juger de ce qui est bon à faire ou pas. Mais en soi, moi, personnellement, je pense que c'est bénéfique à n'importe quel tatoueur de faire un peu des deux, quoi. Parce qu'il découvrira plein de choses. Genre aujourd'hui, tu fais encore du walk-in, toi? Ouais, ça m'arrive. Allez. Bon, c'est rare, hein, mais oui, ça m'arrive. Ouais. Il y a un mec qui est d'accord là-bas. Ah ouais. Bah, Juste chez Corpus, où je suis déjà allé en guest, t'as une annulation. Ils disent, tu veux faire du walking? Ouais, je vais faire du walking. J'en fais. Quand je suis à Hidden End à Seattle, je fais aussi du walking quand j'ai pas de boulot. Parce que, dans ce shop-là, même s'il y a des gars qui font que leur style et tout machin, tout le monde fait du walking parce que c'est un petit peu la tradition. Et c'est pas dégueulasse, en fait. C'est pas des traditions qui sont genre casse-couilles. On va pas nous mettre un couteau sous la gorge pour le faire. Mais de voir les autres en faire et d'avoir un petit peu ce côté genre, putain, c'est super clean, c'est super classe. Il a posé ça en très peu de temps, mais avec une technique parfaite. Tiens, si je me mettais pas, un petit défi et que je prenais ça. Et puis, des fois, ça foire, on se dit, ah putain, merde, je suis plus au même niveau qu'avant. Ou alors, il faudrait que je me remette à niveau. Sérieusement, mais c'est bien, c'est formateur aussi, quoi. Mais c'est vrai, je le rejoins là-dessus. Des fois, il m'arrive de prendre aussi des petits walk-in. Et quand t'es bien à l'aise dans ton style, tu penses qu'à ça et tu te formates là-dedans. Et à partir du moment où tu prends un walk-in, des fois, t'es vachement moins à l'aise dessus. Tu vois. Et je me dis, putain, il y a un truc que j'ai fait il y a 5 ans, je l'aurais peut-être fait mieux que je l'ai fait aujourd'hui. Et tu te prends un peu une petite claque à toi-même. Je sais pas si t'as déjà fait aussi. Ça vous challenge un peu? Bah ouais, complètement, ouais. Parce que quand tu fais souvent, les walk-ins, ça arrive souvent que c'est des très petites choses. Et on prend un signe tout con, un truc tout con, un signe de l'infini, par exemple, qui est tout petit. Quand demain, je fais un dos complet, s'il y a un petit pain quelque part, on va pas forcément le voir. Par contre, sur ton signe de l'infini qui est tout petit sur le poignet, là, la moindre petite rature, on voit que ça, quoi. Et ouais, tu peux pas camoufler. Ouais, tu peux pas camoufler, tu peux pas tricher, quoi. Et des fois, tu t'assieds un peu sur Et du coup, pour en revenir sur le sujet, c'est clair et net que moi, par exemple, si je prends mon expérience personnelle et mon atelier, ça va être très très difficile parce que je pense qu'il y a des ateliers, tu peux avoir du walking. Les gens ont l'habitude de passer. Pareil, à Berlin, j'ai vu je suis allé dans plein de shops qui étaient vraiment des ateliers privés où les gens passaient pour demander du walking. C'était ouf parce que du coup, c'était genre, tu te dis merde, c'est en privé, mais les gens passent quand même et vont demander du walking. Moi, dans mon atelier, ça se passera pas. Donc, ça dépend, je pense, des ateliers, mais c'est vrai que si tu te mets en atelier privé comme le mien, tu vas passer à côté du walking. Ça, c'est clair et net parce que j'en aurai pas. Et c'est compliqué, même faire venir des guests qui arriveront pas trop à se booker ou quoi que ce soit. Tu peux pas leur promettre du walking. Si t'as un shop, là, c'est clair et net que tu sais que t'auras de la clientèle de passage, que le mec pourra se faire un petit peu de sous, et puis pourra peut-être amortir son voyage s'il a pas pu se booker correctement, ou alors s'il a eu des annuls ou quoi que ce soit, quoi. Et on voit quand même une grosse augmentation d'ouverture de shops privés par rapport à avant. Il y a quand même, il y a de plus en plus de shops de toute façon globalement, mais il y a quand même une grosse augmentation de shops privés. Et comment vous analysez ça? Est-ce que vous avez l'impression que c'est plutôt un peu l'avenir des shops et c'est comme ça que ça va continuer à évoluer, ou est-ce que c'est provisoire? Enfin, c'est forcément lié à la démocratisation des tatouages, mais il y a quand même une évolution peut-être de pratique. Moi, à mon avis, il y a une petite partie financière aussi qui joue là-dedans. Ouvrir un shop, c'est avoir une entreprise, c'est payer un loyer, c'est payer des charges, c'est payer des assurances, c'est déclarer chacun de ses tatous, parce qu'il faut derrière payer le loyer du shop et tout ça. Ouvrir son atelier privé, souvent quand on dit j'ai un atelier privé, c'est en gros, ça veut dire j'ai une pièce chez moi. Alors, chez vous, je sais pas, c'est pas le cas. Mais pour beaucoup de gens, avoir un atelier privé, c'est en gros, j'ai une salle chez moi qui est réservée au tatouage. C'est-à-dire qu'en gros, je vais pas payer de loyer plus que ce que je paye d'habitude parce que c'est chez moi. Je peux faire des tatous en soum-soum sans jamais les déclarer. Je vais en déclarer quelques-uns, mais voilà. Et je pense que c'est aussi pour ça, ça joue pas mal, tu vois, dans le truc. Donc, tu penses que cette augmentation d'ouverture de shops privés, elle est principalement liée à des causes économiques? Je pense que c'est une des causes principales, ouais. Ouais, enfin, entre autres, ouais. Et je pense qu'aussi, les nouvelles générations qui arrivent, et je parle pas forcément pour le tatou, mais en règle générale, la prise de risque est un peu moins poussée. Je veux dire, les gens ont un peu plus peur de prendre des risques. On voit, de toute façon, la conjoncture actuelle fait qu'on n'a pas spécialement envie de prendre des risques. C'est une solution qui est peut-être, oui, effectivement plus facile. Je dis pas, moi, je fonctionne exactement en termes fiscal ou quoi que ce soit, exactement pareil que quand j'avais mon shop. C'est pas vraiment la question. Moi, c'est plus une situation de confort, mais je pense que pour beaucoup, ouvrir un shop aujourd'hui en France, c'est genre juste galère. Il y a un pas de porte, il y a un bail à signer avec un 369,
il y a ceci, il y a cela. Enfin, c'est tout pour te mettre des bâtons dans les roues et te décourager. Donc, à l'époque, je pense, quelques années en arrière, quand nous, on a ouvert nos shops, on avait un peu ce niaque et tout. On se disait, on prend des risques. Là, aujourd'hui, c'est vrai qu'après le Covid, je comprends qu'un mec qui démarre, il se dit, bah, j'ai pas envie d'investir, en fait, je sais pas, 70 000 balles, alors que je sais même pas si ça va fonctionner ou quoi. Donc, ouais, la solution de partir dans de l'atelier privé, qu'à ce côté un petit peu aussi, je pense qu'il y a le côté aussi un peu excitant de l'atelier, ouais, c'est en fond de cours, c'est machin, c'est ceci, le côté un peu plus underground, alors que c'est du flan, parce que c'est pas vraiment underground, c'est des shops, c'est comme n'importe quel shop, sauf que c'est en privé, tout simplement. Et je pense que, ouais, aujourd'hui, en tout cas, l'État français ne facilite pas les choses, encore moins pour le tatouage, on le sait très bien, parce qu'on est genre tout le temps assujetti à des règles à la con qui n'ont aucun sens. Et je veux dire, moi, bosser à l'étranger, je vois comment ça se passe là-bas, et quand je vois comment ça se passe ici, on est genre d'un conservatisme absolument terrible, et puis genre on est 15 ans en arrière, quoi. Enfin, c'est genre on n'est même pas reconnu. Donc du coup, je comprends aussi qu'aujourd'hui les gens en aient marre et se disent, ben ouais, je vais m'assurer un petit peu mes arrières et me mettre en privé, comme ça je prends pas trop de risques. Je vais pas me casser la gueule et ça va pas me coûter un bras si jamais je me casse la gueule. Et puis peut-être aussi pour certains, beaucoup, ça sera de la fainéantise, parce que c'est beaucoup plus facile, comme il l'a dit, d'ouvrir un atelier privé aujourd'hui que d'ouvrir un shop. Manager une équipe, c'est dur. Travailler avec des gens, c'est dur. En atelier privé, il y a plus ce côté un petit peu genre chacun sa pomme, chacun son business et chacun fait son truc dans son coin. Ouais, puis t'as aussi un peu l'aspect de la fame, en gros. Pour beaucoup de gens, bosser en street shop, c'est un peu péjoratif, tu vois, prendre du walk-in, etc. et se dire, j'ai mon atelier privé, je vais prendre que des clients qui viennent pour moi. Bah forcément, tu te mets sur un piédestal un peu par rapport au street shop, tu vois. Donc il y a moins de tatou un peu alimentaire entre guillemets, enfin faire des choses qui vont pas forcément te faire kiffer par rapport à ton style, mais parce que ça fait plaisir aux gens, parce qu'il faut aussi bosser. Ben ouais, c'est ça, mais par définition, un tatou privé, enfin, un tattoo shop privé, bah, va pas avoir de walk-in et de tatou alimentaire pour le coup. C'est vraiment, on va venir pour te voir pour ton style et pour ce que tu fais toi. Et à moins que tu sois, t'es vraiment une très grosse autorité, et du coup forcément tu vas être le mec par qui il faut se faire tatouer, et du coup les mecs vont se retourner vers toi pour te dire je veux un infini, je veux un envolée d'oiseaux, je veux un truc comme ça. Mais voilà, enfin je sais pas ce que t'en penses, mais je trouve que c'est vraiment un petit côté fame aussi de se dire je suis en privé, tu vois. Oui, moi j'avais justement cette image-là, enfin au-delà de l'aspect économique, j'avais justement cette impression que c'était plutôt lié à une sorte de spécialisation, où vraiment le fait de pas apprendre à faire tous les styles, mais de se consacrer à un seul style, et qui est vraiment véhiculé par les réseaux sociaux, fait qu'on peut se permettre d'ouvrir un atelier et ne faire que ça. Et je pensais que c'était plutôt lié à ça, le fait que tout le monde se lance un peu en privé et ne se lance pas dans d'autres styles, soit par volonté, soit ne pas savoir tout faire. Non. C'est-à-dire que en fait tout a changé. Je pense qu'il n'y a pas le genre. Oui, il y a ce côté fame parce qu'il y a ce côté bobo. Enfin, c'est péjoratif ce que je veux dire, mais bobo berlinois. Genre oui, parce qu'à Berlin à l'époque, en Europe, ou Londres, on était tous là, waouh, les ateliers privés et tout. Et ouais, c'était cool de ouf. Moi, j'en ai fait. Je trouvais ça mortel. Et là aujourd'hui, en fait, l'arrivée des réseaux sociaux, enfin, on n'en est plus au stade où on va chercher nos clients en allant boire des bières avec eux dans les bars. C'est terminé. Je veux dire, aujourd'hui, on en est au stade où si t'as pas Instagram ou si t'as pas un réseau social pour te faire une clientèle, c'est beaucoup plus compliqué d'avoir de la clientèle. Les gens qui commencent et qui se mettent directement en privé ont déjà un fichier clientèle qui est présent sur les réseaux sociaux, je pense. Et ça a malheureusement aidé beaucoup de choses par rapport au tatou, parce que ça l'a vraiment développé. Ça permet aujourd'hui de pouvoir aller bosser un peu partout dans le monde, pouvoir avoir un book qui est visible partout dans le monde, mais ça a aussi permis à beaucoup de jeunes qui veulent se lancer de se dire, ben ouais, moi, bas les couilles des règles, et puis finalement du entre guillemets bon apprentissage ou ce genre de truc, je vais me lancer, je peux le faire, regarde, j'ai assez de followers et tout machin pour avoir une clientèle, donc je peux me permettre d'aller en atelier privé. Et de tes expériences à l'étranger, justement, avec les guests, comment tu vois cette évolution française par rapport à d'autres pays, justement, que tu citais, comment ça marche là-bas? Est-ce qu'ils sont dans la même évolution ou pas du tout? Ou alors ils l'ont fait il y a très longtemps et ils en sont revenus? Mais je pense que, enfin, de toute façon, enfin, là, ce que je viens de balancer, c'est un problème mondial. Donc, ouais, ça se passe partout. Quand je suis aux États-Unis, c'est la même. Il y a des shops partout, privés, dans toutes les rues. Mais
à la fois, les gens ont pas le même rapport au tatou, c'est-à-dire que eux, ils sont reconnus. Donc, il y a de la communication par rapport au métier. Les gens sont au courant. Quand tu vas dans une ville qui est très tatou, tu vas voir que les gens sont au courant. Ils vont aller voir un mec parce qu'ils savent très bien que, en termes d'hygiène, en termes de sérieux, en termes de qualité de travail, ça sera la classe et il va aller là-bas. Donc, tous ces jeunes qui se mettent en atelier privé là-bas, eux galèrent. En France, on a un peu moins de communication par rapport à nos métiers. Et à la fois, nous, vu comme on nous emmerde, on n'a pas spécialement envie d'en avoir plus. Et dans un autre sens, en tant que passionné, je me dirais, ça serait bien qu'on ait des gens qui soient vraiment éduqués. Il y en a beaucoup, parce qu'aujourd'hui, sur la Combe, on voit les gens viennent et ils sont intéressés. Mais c'est encore très, très différent dans les pays où j'ai pu aller. T'as vraiment, ce côté, trendy et c'est bizarre, c'est différent. Après, je sais pas si c'est parce que moi, quand je me retrouve à l'étranger, vu que je suis étranger, j'ai l'impression que c'est autrement. Mais honnêtement, d'avoir passé un peu de temps là-bas, je vois que les choses sont différentes, mine de rien. Les gens sont plus à même. On consomme pas le tatouage dans certains autres pays comme ici. Parfois, on se rend compte que pour certains clients, c'est comme aller acheter un jean Levi's. C'est compliqué, quoi. On va aller au moins cher, ou on va aller, ceci. Et tout ça, c'est un problème. C'est que faut bien, évidemment, que on fait du tatouage. C'est un service qui est de luxe. C'est pas vital ou quoi que ce soit. Mais en soi, je pense que les gens, ils ont besoin, si tu veux, de fantaisie. Surtout en France, où je trouve que la fantaisie est pas spécialement mise en avant ces dernières années, quoi. C'est beau quand tu parles. C'est beau, c'est très très beau. J'ai fait de mon mieux. Et une dernière question, comment vous pensez que ça va évoluer? Quelle est votre vision? Je te laisse dans la merde. Moi, honnêtement, j'entends beaucoup de gens critiquer tout ça, mais au final, c'est un peu la loi de l'évolution. C'est-à-dire que là, on s'est retrouvé en fait avec le tatouage qui grandit, qui devient, comme on l'a dit, trendy. Donc du coup, on est obligé de faire avec et de se démarquer. Et puis, c'est une bataille comme au début, quoi. Et voilà, c'est comme ça. C'est la vie. Je veux dire, je vais pas aller à l'encontre en disant ouais merde, fais chier. Non, tu sais quoi, ça se trouve le gars qui va ouvrir à côté de chez moi, qui va ouvrir un atelier, il a pas les épaules et dans 2 mois il a fermé. Qu'est-ce que je m'en fous en fait? Si moi j'arrive à vraiment fidéliser ma clientèle et à avoir en fait des gens qui me suivront, je m'en fous du futur en fait. Je m'en balasse. Ça me désole juste. Ce qui me désole, c'est en tant que passionné de voir des gens qui vont en faire du business en ayant rien à foutre. Et ça, c'est triste. C'est beaucoup plus triste, si tu veux, que se dire, ouais, ça évolue, et est-ce que tu penses que ça va être de pire en pire? Non, c'est ce que les gens en feront qui va être de pire en pire ou pas. Et ça, on peut pas vraiment le prédire. Merci. C'est compliqué de faire mieux. Ouais. Merci beaucoup. Merci à toi. Ça vous a plu? Alors, j'ai besoin de vous. Abonnez-vous, notez le podcast avec plein de petites étoiles et n'hésitez pas à commenter, cela m'intéresse vraiment d'avoir votre avis. Je suis aussi sur Instagram, Facebook et le blog. C'est tout simple, c'est Stefayako. Merci. Stéphaya.